Africains se sont encore demandé si le continent n'est pas juste malade de ses dirigeants. Au Togo, les dirigeants ont permis la libre. Ces valeurs vont probablement guider les premiers pas de la Togolaise Angela Akeriburu à la tête de la Société de radio et télévision du Bénin. Comment le Togo a-t-il pu laisser partir un tel talent? C'est la seule et même question qui est répétée depuis mercredi. Et les sages de ressortir cette sagesse. Nul n'est prophète dans son propre pays. Ces élections sénatoriales vont permettre à des hommes et à des femmes de donner corps à la seconde chambre du Parlement togolais. Ces élections qui ont provoqué des critiques d'une partie de l'opposition ont également réussi à créer de la division au sein de certaines formations politiques. Comment gère-t-on la crise de la participation au sénatorial? À la faveur de sa rentrée politique, l'Alliance nationale pour le changement a accepté de répondre à nos questions. Ce sera à travers la vice-présidente du parti, Maître 10. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Maître Isabelle Amegaoui, bonjour. Bonjour, monsieur Atioubi, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et les femmes vont sans doute se mettre de nouveau à l'honneur, mais on sait aussi que quand on parle de femmes et en politique, surtout dans ce studio, il y a très peu de femmes qui viennent ici. Comment vivez-vous cette situation? D'abord, vous me permettrez de saisir cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux, puisque c'est vrai, nous sommes en février, mais c'est la première fois que je viens dans vos studios en cette nouvelle année 2025, et donc présenter mes meilleurs vœux à tout le personnel de la radio, à tous les journaux. La matière est assez, on va dire, paradoxale. Paradoxale parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes en politique, mais les leaders, et je l'ai toujours dit, les leaders, je ne sais pas si c'est parce que c'est déconseillé par celles parmi ces femmes-là qui sont mariées par leur mari, qui ne veulent pas se mêler de la politique togolaise parce que, dit-on, il y a trop de risques à assumer, à prendre lorsque on embrasse la politique au Togo. Au niveau de l'opposition qui de leurs frères, puisque c'est elles d'abord qui donnent la vie et c'est elles qui sont la plupart du temps au combat et qui supportent la misère et le mal-être dans le pays. Donc, c'est pas que les femmes ne sont pas en politique. Au Togo, il y a beaucoup de femmes. Du côté du pouvoir, justement, est-ce que, par exemple, il vous arrive de regretter de n'avoir pas opté être du côté du pouvoir? Ah non, vous savez, l'engagement dans la politique est un engagement personnel. Que on ne peut pas vous obliger à vous engager en politique. Et donc, mon engagement en politique est en place et lorsque dans notre pays en 90, le vent de la démocratie a soufflé et qu'il fallait s'engager pour faire quelque chose, moi, mon choix a été clair, libre et donc et conséquente. Et donc, je me suis engagé aux côtés de l'opposition justement parce que j'avais choisi de lutter contre un régime et j'avais choisi de me battre pour plus de liberté dans le pays. Et donc, mon choix, il n'était pas compliqué, hein, il était très simple. Et voilà. On a eu récemment une femme présidente de l'Assemblée nationale, on a une femme premier ministre et puis plusieurs femmes qui sont ministres. Est-ce qu'il vous arrive de dire bravo quand même que c'est des femmes qui sont mises en avant dans votre pays? Non, moi je me pose la question de savoir si ces femmes sont mises en avant parce qu'elles le méritent, ou bien si elles sont mises en avant parce qu'elles militent et qu'elles prêtent. Mais que moi je suis contre la parité et contre le quota. La parité et le quota, j'ai toujours été contre. Pourquoi? Parce que j'estime que prôner la parité, prôner le quota, c'est encore rendre les femmes plus vulnérables. Et comme moi, je me positionne au niveau de la compétence de chaque être humain, qu'il soit femme ou homme, je me dis que on vous mettra à la place, pas parce que vous êtes une femme, mais parce que vous méritez combattre. Et c'est un régime dans lequel militent ces femmes-là. Et donc, je combats le régime tout autant que ceux qui l'incarnent.
Donc cela veut dire que celle qui l'incarne. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a même pas de sujet qui touche uniquement les femmes, sur lesquels éventuellement des femmes du pouvoir et de l'opposition peuvent se retrouver. Des questions qui sont des questions de femmes, notamment par exemple leur autonomisation. Bon, l'autonomisation, ça dépend de comment on l'a fait, hein, comment on la vend. Vous savez, il s'agit, c'est pour ça que bon, les fêtes du 8 mars, hein, Journée internationale des droits de la femme, sont célébrées. Bon, j'y participe. Hein, des fois, lorsque les sujets qui sont évoqués, les débats qui sont faits m'intéressent, j'y participe. Mais j'y participe avec beaucoup de réserve, parce que la plupart du temps, je me dis que ce n'est pas la manière dont elle est célébrée, que cette fête-là est célébrée, qui va permettre à ce que la situation des femmes soit rendue beaucoup plus propice. En réalité, dans la réalité, ne sert pas à grand chose. Le 8 mars, c'est la dernière question sur les femmes, et on constate de plus en plus dans nos pays que c'est devenu une fête, et ouais. Il y a déjà des campagnes qui sont en train d'être réalisées pour mettre en avant la femme le 8 mars. Il y a eu une confusion terrible en tenue du 8 mars, campagne à l'effigie des femmes. Vous voyez, c'est les artifices dont je parle, le flonflon bon, dont je parle, et le fait même de qualifier ces célébrations-là de fête pose déjà un problème, parce que il s'agit, lorsque vous apprenez l'histoire de cette célébration, pas que ça se fête. En réalité, bon, c'est devenu une coutume dans les pays, par exemple de l'Afrique centrale. Bon, on en fait beaucoup plus que on en fait au Togo, mais n'empêche que l'épidémie aussi a gagné le Togo de telle manière que bon, les femmes, bon, ça permet à des revendeuses de pain de se faire cette célébration là dans son véritable contexte, et d'expliquer aux femmes que en réalité ce n'est pas une fête en tant que telle, mais pour revendiquer leurs droits, il faut lutter. Et certaines les ont dévancées, ont lutté pour conquérir ces droits-là, mais la lutte n'est pas terminée, elle continue de plus belle, et que au lieu de passer le temps à boire, à manger, à s'habiller, à danser, à célébrer une fête, il vaut mieux, toute proportion gardée, comprendre que c'est une lutte qu'il faut mener pour que les femmes soient beaucoup plus indépendantes, et que en réalité on ne soit pas obligé de parler de quotas et de parité pour ce qui concerne leur situation ou leur place, hein, ces places-là. Bien, merci, Madame Maître Isabelle Amegambi. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la ANC et nous sommes au lendemain des premières élections sénatoriales au Togo. Je viens de lire que les résultats, votre parti n'est pas candidat aux élections sénatoriales qui viennent d'avoir lieu ce samedi. Que dites-vous ce dimanche au lendemain de ces élections où on attend les résultats officiels? Bon, je dirais que c'est un peu l'habitude que nous avons, qui ne font pas avancer le pays, qui ne nous donnent rien. C'est-à-dire que nous sommes un pays de 56 000 km², à peu près 6 millions, voire 7 millions d'habitants. Un pays, un État unitaire. Base, c'est le gouvernement, l'Assemblée nationale, à mettre en place les institutions comme les mairies et autres. Première fois depuis 30 et quelques années que en 2019 il a été organisé des élections locales, et ne voilà pas que dans un pays comme cela qui a des problèmes dans tous les domaines, ne voilà pas que on décide un jour de mettre en place un Sénat qui, à notre avis, ne servira à rien du tout, puisque les institutions de base dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont pas ancrées, ne sont pas des institutions républicaines comme c'est dans
d'autres pays, que moi, mal au cœur, que nous ne puissions pas régler ces problèmes-là, qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, des problèmes socio-économiques, culturels, tout ce que vous voulez, par rapport à la santé, à l'éducation et tout le reste, qui rendent le vivre ensemble possible et facile pour nos populations, mais que nous soyons obligés de mettre en place, aux côtés d'institutions que n'ont pour essentiel que d'être budgétivores et qui, à la limite, ne servent à rien du tout. L'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui est là. Moi, je ne pense pas que ça soit une Assemblée nationale qui joue. Je ne crois pas que cette Assemblée-là aurait pu faire ce qu'elle avait fait en mettant notamment en place, en remaniant complètement la Constitution de la République, en violation des tests qu'elle s'est donné elle-même de la Constitution de notre pays, puisque ces tests-là sont passés par l'Assemblée nationale pour être révisés. Mais que cette Assemblée-là ait pu faire en mettant en place, en violation flagrante de la Constitution, une 5e République dont nous avons du mal à gérer les pourtours, les contours et le contenu. Et donc, le Sénat, d'autres pays l'ont pratiqué. Vous savez, j'étais à l'Assemblée nationale, et dans la première législature où j'étais à l'Assemblée nationale 2007 et autres, je me rappelle à l'époque que c'est Monsieur Macky Sall qui était le président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Il était le président donc de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans des conférences de cette institution interparlementaire et autres. Et à l'époque, le Sénat existait au Sénégal, qui était un État unitaire, pas un État fédéral, un État unitaire, comme le Togo, le Sénat. Et aujourd'hui, je naviguais un peu sur les réseaux sociaux et j'ai découvert, véritablement par hasard, ce que Macky Sall avait dit à l'époque lorsque il a décidé de faire supprimer le Sénat au Sénégal. Il a dit, j'ai su que de sénateurs qui sont payés à ne rien faire. Voilà ce qu'il a dit et ce qui a justifié la suppression du Sénat. Et moi, je suis d'avis avec Macky Sall, quand bien même je ne suis pas d'accord avec lui, peut-être sur le plan politique, mais sur cette suppression du Sénat au Sénégal, je suis tout à fait pleinement d'accord avec lui. Le Togo, 56 000 km², 8 millions d'habitants et tout ça, a-t-il besoin de Sénat? Pourquoi faire? Oui, mais ça, on aura des sénateurs. Cela veut dire tout simplement que les discours que vous tenez, quand vous évoquez même l'aspect budgétivore du Sénat, cela va s'imposer à tous les Togolais, le Sénat. Oui, non, mais ça va s'imposer à tous les Togolais, comme d'habitude, hein, où tout est imposé aux Togolais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autres qui ont servi un régime qui veut aujourd'hui, dans leur retraite. Concernant votre ancien, oui, en fait, un ancien cadre du parti ANC, Robert Olympio, qui serait élu selon certaines sources, est-ce que s'il venait à être élu, est-ce que vous le féliciterez ou pas? Le féliciter, pourquoi faire? Puisque lui-même, il ne s'attend pas, je suis sûr, parce que connaissant l'ANC, d'où il vient de sortir, connaissant l'ANC, je ne crois pas qu'il s'attend à des félicitations de l'ANC et qui, de toute façon, aucun militant de l'ANC ne félicitera. Puisque pour nous, c'est un comment je vais qualifier ça? Je vais pas dire crime, parce que, bon, il a choisi librement de faire ce qu'il est en train de faire, mais je dis, pour nous, c'est un scandale que un membre de l'ANC, un ancien membre de l'ANC, ou bien un militant de l'opposition, un responsable de l'opposition. Vous parlez de scandale, mais madame, puisque de plus en plus d'acteurs de l'opposition sont tentés par des postes au niveau de l'administration ou tout simplement au niveau du pouvoir, mais Isabelle Améganvi ferait ce que Robert Olympio vient de faire. Vous savez, j'étais étudiante quand j'ai commencé cette lutte. Bon, je devais avoir quoi, la vingtaine d'années et autres. Aujourd'hui, j'en ai 63. Comprenez? Et
à réfléchir parce que j'ai pas besoin de réfléchir pour donner la réponse et elle a toujours été négative. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous rentrez en politique par conviction, vous êtes différent de ceux qui rentrent en politique par nécessité ou qui rentrent en politique parce qu'ils attendent quelque chose de la politique. Moi, je ne suis pas rentré, je n'ai pas accepté de combattre et que j'estime que ce Togo-là est notre bien commun et qu'il doit être le bénéfice de nous tous. Pas de certains qui le prennent en otage et qui prennent les autres, la grande majorité, pour des métayers ou des serviteurs à qui, de temps à autre, on donne des strapontins et tout ça, histoire de les faire taire ou de les calmer. Et donc, pour des gens qui acceptent sénateurs, je sais pas, quoi d'autre et tout ça, ce n'est pas finalement le gain à ce que nous faisons. Nous nous battons pour que le Togo soit libre, le Togo soit démocratique et que le Togo soit un bien commun partageable et profitable à tous les Togolais sans distinction de race, de religion ni de quoi que ce soit. Par retour de l'ascenseur. Je n'attends aucun retour de l'ascenseur. Je peux vous affirmer que moi, ces choses-là ne me au-delà de votre cas personnel, est-ce que vous êtes quand même un peu inquiet pour l'ensemble de l'opposition, puisque de plus en plus d'acteurs sont tentés? Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, on était nous tous battant le créateur de la nation togolaise et autres, le fils de ce grand homme togolais qui était l'opposant radical. On l'a affubé de tous les noms et autres et tout ça. Eh bien, on a vu, tout le monde a vu le revirement en 2010. À notre pour peut-être certains d'entre nous avec qui nous avons commencé ce combat ensemble, mais je ne peux pas parler pour tout le monde. Il y a eu Jésus-Christ Olympio, il y a eu beaucoup d'autres personnes aussi. Récemment, il y a eu Monsieur Robert Olympio, dont vous parlez, qui dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, c'est aller collaborer, que nous lui avons donné de combattre un régime. Que aujourd'hui, bon, il trouve que après avoir marché 4 années sans succès et autres, ben, il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est d'aller s'associer au régime en place et tout le reste pour que le régime puisse vous faire élire sénateur avec les voix de ces grands électeurs et tout ça. Vous savez, ça, Olympio finira, décidera à assumer. Pour le moment, je ne le vois pas assumer son choix, mais j'espère que, comme il est élu sénateur et tout ça, et c'est ça le changement de son paradigme, j'espère qu'il assumera ce choix-là. Maintenant, il en prendra l'entière responsabilité. Mais je ne dis pas non plus que c'est fini hein, avec Robert Olympio. Nous sommes des hommes avec nos qualités. Les gens sont fatigués et autres. Est-ce que c'est leur droit d'être fatigués et tout ça? Moi, j'aurais dit, si c'était leur droit d'être fatigués, ils auraient dû ne même pas commencer cette lutte-là, parce que personne, en choisissant de commencer cette lutte, personne ne nous a dit qu'elle finira dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 25 ans ou 30 ans. Et donc, nous avons décidé de combattre, et comme c'est ça, moi, ma conviction, et c'est ça, moi, mon échéance hein, dans ce combat, mon échéance dans ce combat, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, c'est jusqu'au bout, aller jusqu'au bout et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés au début, lorsque nous nous sommes mis ensemble pour créer l'ANC et décider de nous battre pour plus de liberté. Vous parlez d'une lutte qui dure, justement, ça fait plus de 30 ans que le Togo est entré en processus démocratique avec les difficultés. Des membres de l'ANC sur la liste, et lorsque nous sommes renseignés vis-à-vis de ces membres-là, dont nous avons trouvé les noms sur les listes qui ont été publiées, il y a beaucoup d'entre eux qui ne savaient même pas. C'est nous qui les avons informés de ce qu'ils ont été inscrits sur ces listes. La CENI, pour attirer son attention sur le fait que nous ne sommes ni de loin ni de près liés à ce processus électoral-là, et que
le parti dit, puisque c'est le parti qui envoie ses représentants, ce n'est pas les représentants qui se cooptent eux-mêmes. Pour la formation de la CENI et de ces démembrements, de la CENI et de ces démembrements, c'est le envoyé sur le seul bénéfice de faire croire aux gens que c'était un processus électoral inclusif et autres et tout ça. L'ANC l'a déclaré très longtemps avant qu'elle ne participera pas à l'organisation de ces élections-là. Et donc, la lettre de mise au point a été envoyée à la CENI, mais nos représentants qui ne sont pour rien, se sont tous retirés. Bon, aujourd'hui, si la CENI a maintenu encore l'ANC ou bien des gens au titre de l'ANC là-dedans, ça ne peut être que des gens que la CENI a vu au cours de processus électoraux antérieurs et tout ça, et ça ne nous étonne aucunement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que d'autres vont être prochainement exclus si éventuellement ils adoptent les mêmes attitudes que ceux qui n'ont pas respecté les directives de votre parti politique, notamment au niveau de la CENI, de ces démembrements ou éventuellement ceux qui globalement ne respecteraient pas. Vous savez, moi je suis toujours étonné lorsque les gens parlent de l'exclusion de membres de l'ANC comme si c'était... l'ANC n'est pas une épicerie, c'est un parti politique, et lorsque vous avez créé un parti politique, vous le créez sur la base de statuts et de règlements intérieurs. Et un parti politique ne peut pas se laisser livrer à la pagaille et à n'importe quoi. Et pratiquement, vous savez, nous avons les différentes instances, le comité politique, le bureau national et tout ça, le congrès et les institutions donc qui gèrent le parti entre deux congrès et autres. Lorsque les problèmes arrivent, nous les débattons au niveau de ces institutions-là avant de prendre les décisions ensemble. Les premières qui l'emportent, et c'est comme ça que se prennent les directives et les lignes politiques du parti. Alors, lorsque vous avez fait ces exercices-là, au niveau de toutes ces institutions-là, et qu'il y a encore à votre sein des kidam qui ne veulent pas respecter les décisions qui sont prises de la manière, si vous ne les mettez pas dehors, parce que c'est livrer le parti à l'anarchie et autres. Et donc, pour répondre à votre question, s'il y a encore des gens qui passe outre. Demain, lundi, nous avons bureau national et nos instances à l'intérieur du pays sont chargés, les bureaux fédéraux sont chargés de toutes les vérifications. Et s'il nous est rapporté la preuve de ce que, malgré les consignes du parti, des gens sont des solidarités, ils seront exclus. Mais pas conformément à la volonté du président national, ni des habitudes de changer un chant patriotique, milawelo, milawea, milefechan, milawe, miletochan, milawe. Si nous sommes deux, nous le ferons. Nous sommes trois, nous le ferons. Mais nous le ferons dans la ligne. Voilà ce que nous disons. À l'ANC, nous ne tolérerons pas l'indiscipline, la pagaille et l'anarchie. La situation que vous décrivez là et que vous vivez au niveau de l'ANC, la même situation ou presque se retrouve au niveau des FDR de Maître Dodi à Pébon. Vous savez, nous avons fait notre entrée politique le samedi. En nous retrouvant pour la première fois au cours de cette année 2025 avec nos fédérations, les responsables de nos fédérations. Si vous avez vu, parce que le samedi, avant le samedi, la semaine, au cours de la semaine, nous avions eu des discussions sur les plateformes politiques. Elle expulse et ce n'est pas fini, et ça va se vider, l'ANC sera complètement enterrée. Quand bien même l'enterrement de l'ANC, on en parle, ça fait plus de 10 ans. Mais bon, je ne sais pas si on l'enterre, elle ressuscite, comment ça se fait et tout ça. Mais bon, nous sommes toujours là à être enterrés toutes les semaines. Samedi dernier, au siège du parti, mais on n'est pas à notre coup d'essai pour ce qui concerne ces genres de rencontres des samedis quand on a repris les activités. Mais je crois que c'est la rencontre qui a eu le plus d'affluence depuis qu'on a commencé à organiser ces rencontres-là du samedi. Et donc, je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont été expulsés
Autre question en disant, beaucoup partent, mais énormément viennent également. Politique nationale, l'ANC, c'est 2010 et avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, est-ce que l'ANC appartient au passé ou ça reste un parti d'avenir? L'ANC fut dans le passé, elle a été créée en 2010, un passé récent, pas lointain, créée dans des conditions que je ne vais pas rappeler. Hein. C'était dans des conditions de combat sous des gaz lacrymogènes et autres que l'ANC a été problème de répression, de tracasserie de tout genre, de limitation des libertés, etc. et autres. Avec d'autres partis politiques de l'opposition qui subissent les mêmes choses, mais elles organisent des choses, etc. et tout ça, et autres. Et donc, l'ANC, dans le passé, créé, l'ANC est dans le présent. Nous y sommes. Nous faisons nos choix. Nous avons assisté à des élections. Nous avons décidé de boycotter l'Assemblée nationale parce que nous ne sommes pas d'accord avec aux Togolais en violation de la constitution de notre pays, pas une Assemblée nationale aux ordres, et nous continuons le combat. En cours de route, des militants, des camarades ont décidé, bon, d'aller voir ailleurs parce que, bon, probablement ils sont fatigués par autant d'années de lutte et autres, je l'ai dit tout à l'heure et tout ça. Bon va à eux, nous continuons donner pour répondre à un problème, apporter comme solution à un problème qui s'est créé. Elle poursuit son combat, elle poursuit sa politique, elle poursuit le combat pour lequel elle a été créée par des Togolaises et des Togolais qui ont choisi à un moment donné de se mettre ensemble pour unir leurs forces, à y aller, mais ce n'est pas, à la limite, ça renforce la conviction de... Et c'est maintenant que nous nous rendons compte de ceux qui font ce combat-là par conviction et ceux qui y sont arrivés par opportunisme et autres. Et donc, moi, tout ce qui arrive à l'ANC aujourd'hui, nous ne le prenons pas comme un malheur qui nous tombe dessus. Hein. Nous le prenons comme une prophétie, comme du présent et de l'avenir. Mais est-ce qu'elle n'est pas moins forte aujourd'hui? Non, mais moins forte par rapport à quoi? Est-ce que... Par rapport à sa capacité de mobilisation et par rapport à sa présence sur la scène politique. Vous étiez relativement nombreux à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, vous n'y êtes même plus à l'Assemblée nationale. Oui, nous n'y sommes plus. Pourquoi? Est-ce que c'est de notre propre volonté que nous ne le sommes pas? Est-ce que c'est parce que les militants, nos militants militent moins que nous ne le sommes pas, qui impose sa manière de voir les choses et qui trie aujourd'hui. Le régime crée ses propres opposants et autres, mais ceux qui lui posent des problèmes sur le banc à côté et traite avec d'autres personnes et tout ça. C'est tout cela combiné qu'il faut mettre ensemble et juger de la capacité de l'ANC à faire. En tout cas, pour moi qui suis, c'est très compliqué. Où on a tout fait au cours des ans pour limiter la liberté, notre liberté de politique, comme nous le faisions dans le temps au moment où l'ANC a été créée. Au moment où l'ANC a été créée, vous vous rappelez, nous avions lutté, nous avons eu la loi Bojona entre-temps sur les manifestations. Nous avons organisé des manifestations pendant 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, avec cette loi-là, faire cette manifestation-là, comme nous le faisions dans le temps et tout ça, c'est peut-être ça aussi qui donne l'image d'une ANC qui n'a plus d'envergure aujourd'hui parce que bon, on a créé des tests exprès pour nous empêcher d'accomplir comme il le faut nos activités. Est-ce que quelque part les marches vous manquent? Le fait de les interdire, de limiter leur organisation nous pose problème parce que vous savez, les partis politiques ont la possibilité d'exercer
leurs activités de plusieurs manières. Les marches, ils font partie, les conférences de presse, etc. et tout ça, les tournées et autres et tout ça. Vous estimez que le fait que nous n'arrivions plus à les faire comme nous le faisons avant résulte du fait que la loi qui l'organise a été entre-temps transformée en une loi liberticide qui ne nous permet pas de... Il y a aussi que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas, et le parti au pouvoir fait en sorte de nous asphyxier financièrement et autres. Ben, il y a que si nous n'avons pas les moyens, par exemple, de faire une tournée. Vous savez, je suis venu dans vos studios ici et je vous avais dit que faire une tournée, nous en avons fait plusieurs de francs, par exemple. Ça c'est aussi ce que les Togolais qui dénoncent le fait que l'ANC ne soit plus aussi virulente qu'elle était au début ne voient pas aussi. C'est que faire une tournée, est-ce que nous pouvons faire 5 tournées annuelles, pas seulement dans la région des plateaux, il faut faire les 5 régions du Togo. Parce que ces tournées-là, nous ne les faisons pas seulement, je donne la région des plateaux parce que c'est ma région, c'est là où j'exerce beaucoup, donc je connais le montant que ça coûte. C'est les facteurs, plusieurs facteurs mis ensemble qui font que l'ANC n'est plus aussi, comment on va dire, plus présente, plus virulente, plus expressive qu'elle ne le fut au moment où elle a été créée en 2010 et tout ça, parce que les circonstances, l'atmosphère et tout le reste ne sont pas les mêmes. Si vous imputez une partie de vos difficultés au parti au pouvoir, c'est à lui, est-ce que vous ne craignez pas d'être définitivement du pouvoir? Nous aurions pu, par exemple, rentrer dans les rangs, comme les rebelles olympiques et tout le reste qui, fatigués, ont changé, entre guillemets, de paradigme. Nous aurions pu le faire. Ou bien, nous aurons pu déposer le tablier et tout ça et aller nous occuper d'élever nos poussins et faire nos activités de tout. Jusqu'à, je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsque nous nous sommes mis ensemble pour créer l'ANC, nous avons des objectifs à atteindre dans nos statuts et tout ça. Ces objectifs-là sont bien déclinés. Et nous sommes partis du fait que lorsque nous n'aurions pas atteint ces objectifs-là, nous ne cesserons pas. Et donc, et autres, mais la lutte aussi, elle consiste à résister à ces misères-là que le parti au pouvoir nous fait, et nous y sommes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vice-président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, les auditeurs ont à présent la possibilité d'intervenir dans l'émission, comme c'est de tradition. Je rappelle nos contacts, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Un premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, allô? Oui, on vous appelle comment? Non, Pelé, vous savez ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut augmenter un peu pour Pelé? Pelé, allez-y. Oui, je salue madame. Oui, je vous salue. Bonjour, monsieur. Pour le courage, je pense qu'il faut aussi que le courage. Tous les militants qui ne vont pas respecter les lignes, il y a la discipline du parti. Quand quelqu'un est dans un parti, pour respecter les lignes. Point barre. Maintenant, la question importante pour moi, c'est de est-ce que vous avez passé la procédure idéale de faire partie à d'autres qui est, avant d'aller à la série, de tomber à la série, vous avez passé à l'Assemblée, de l'Assemblée à la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle à la série, et à la série, et à la série. Vous respectez. Merci. Bien, merci Pelé pour la question portant sur la présence de Jean-Jacques Teko à la CENI. Oui, non mais c'est simple hein, de répondre à cette question-là. Le mandat de la CENI actuelle, voilà pourquoi tout ce processus-là ne nous intéresse aucunement, est arrivé à son terme depuis. Et donc,
ces membres-là sont envoyés que passe à l'Assemblée nationale pour recevoir le quitus de l'Assemblée nationale, donc avant de continuer leur travail. Et donc, Monsieur Jean-Jacques Teko, qui a été le représentant de l'ALC à la CENI, son mandat est arrivé à expiration depuis, mais la CENI n'a pas l'Assemblée nationale pour que cette CENI-là soit renouvelée. Et donc, ça n'est pas à nous de faire la procédure. Ce n'est pas le parti politique qui envoie ses représentants qui fait la procédure de retrait ou de nomination d'un nouveau membre. Mais c'est la CENI en renouvelant. C'est au niveau des partis qui sont cooptés pour représenter et pour envoyer leurs représentants à la CENI de le faire. Ça n'a pas été fait. Et donc, c'est une CENI dont le mandat est arrivé à expiration depuis qui évolue, et M. Jean-Jacques Teko a continué à évoluer là-dedans malgré la lettre que le parti lui a envoyée lui demandant expressément de se retirer. Fini entre Jean-Jacques Teko et son parti, l'ANC. En voie d'être fini. C'est fini. M. Jean-Jacques Teko est exclu. Bien. Allô? Bonjour, M. Pierrot. Oui, votre nom? Frédéric. Oui, Frédéric, allez-y. Je salue madame. Bonjour. C'était d'ici l'antenne invitation par Robert Olympio que vous avez du parti. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est sa manière de voir les choses avant de quitter ainsi? Merci, bonne émission. Bien, merci, madame. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes un parti politique, pas une épicerie. Et lorsque, dans une circonstance bien déterminée, nous prenons une décision dans une lutte contre un régime autoritaire. Monsieur Pelé l'a dit tout à l'heure que nous sommes dans une dictature. Et que, en cours de route, lorsque les circonstances dans le statu quo et autres, si à un moment donné, nous avons dit, parce que nous avons boycotté dès les élections, et nous nous sommes rendus compte après que ça nous a posé des problèmes, et nous avons dit que nous ne boycotterons plus. Dans une autre circonstance, s'il s'avère que nous pouvons boycotter parce que tel et tout ça, parce que les résultats qui circulent aujourd'hui sur les de la dernière fois, et donc si nous avons décidé cette fois-ci de boycotter, ben, je ne vois pas où il est écrit qu'un parti politique qui prend une décision ne peut pas changer. D'ailleurs, M. Robert Olympio lui-même, il dit qu'il faut changer de paradigme. Ça veut dire qu'il trouve que nous avions une position avant qui n'est plus confortable pour eux. Et Robert Olympio dit que c'est ceux qui ont dit qu'on ne boycottera plus les élections. C'est ces mêmes personnes qui disent aujourd'hui qu'il faut les boycotter compte tenu des circonstances que nous avons bien expliquées dans les instants, auprès des instances du parti. Donc le comité politique, on en a débattu, le bureau national, on en a débattu, on en a parlé dans les fédérations et autres. Et pour arriver à la compagnie, il y a en 2018 ou en 2017, je ne sais plus, qui n'est plus la même, qui ne se retrouve pas dans les mêmes circonstances que ce qui s'est passé en 2017 lorsque nous avions décidé de prendre cette décision-là. Et donc, bon, moi, je ne crois pas que le fait de dire que nous ne boycotterons plus, que soit ce que nous ferons, ils ne boycotteront pas, ils nous accompagneront. Nous allons distribuer à toutes les positions dans son ensemble 5 sièges, parce qu'il paraît que pour les sénatoriales aussi c'est encore 5 sièges comme à l'Assemblée nationale qu'on aurait distribué un à un avec bon, je sais pas moi, un parti qui aurait eu 2, et puis le chiffre 5 est devenu tabou pour ce qui concerne l'opposition maintenant. Et donc bon, voilà ce que moi on a compris madame, mais la question que tout le monde se pose, les observateurs de la scène politique, c'est vous dites, vous boycottez l'Assemblée nationale, vous boycottez le Sénat. Est-ce que vous les boycotterez aussi, ou vous déciderez en ce moment-là de l'attitude à adopter? Je ne vois pas le rapport, comme l'a dit quelqu'un. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi? Parce que organiser des activistes pour asseoir la nébuleuse appelée 5e République, que nous combattons. Et la constitution, la nouvelle constitution que on a imposée aux Togolais, aux forceps, que nous combattons, cette 5e République là, qui pour nous reste et demeure une nébuleuse. Et
la mairie, les locales sont organisés par la loi sur la décentralisation de 2000. Les élus locaux arrivent à expiration cette année, 2025, et lorsque il arrivera le moment de renouveler, j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas le rapport, c'est que je ne veux pas qu'on mélange les élections locales ensemble avec les sénatoriales et les régionales, telles qu'on l'a fait dans les conditions qu'on l'a fait tout à l'heure. Allô? Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Vas-y. Oui, on vous écoute. Ah, salut, j'avais au sein de leur parti. Ça, il n'y a pas de débat. Quand quelqu'un ne veut pas respecter la discipline et les règles dans un parti, on doit l'écarter. Ça, bien fait. Si elle veut revenir, elle peut revenir. Ça, c'est bien. Maintenant, pour eux, aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que le climat politique est. Et avoir eux aujourd'hui, ils ne vont plus s'associer avec qui que ce soit, qu'on ne l'ait pas assimilé. Est-ce qu'ils pensent que la lutte là, comme ils le disent, qu'ils ne vont plus faire, ils ne vont plus faire cela. Il y a 14 ans, ils sont le pas. Moi, je ne dis pas qu'ils ont tort. Pas moi, c'est quelqu'un qui a tort, c'est le pouvoir. Est-ce que nous, on doit faire quelque chose pour donner l'impression qu'on est en train de leur donner aval? Voilà, c'est ce que je vais lui poser comme question. Merci. Nous avons suffisamment, nous avons au niveau de la LC énormément fait. Pour ce qui concerne, il est en train de parler de l'union là, que nous n'allons plus, nous avons dit que nous n'allons plus collaborer avec d'autres partis, nous allons aller seuls, etc. et tout ça. Donner les tendances justement des sénatoriales. Et là-dedans, j'ai vu par exemple un parti comme le Togo autrement. J'ai vu Ati qui apparemment aurait eu un sénateur. Ainsi de suite, où certains ont décidé de boycotter les sénatoriales, ou d'autres ont décidé d'y participer. Alors, la semaine dernière, j'ai souri un peu et j'ai dit de rester seul pour le moment. Sinon, nous nous serions mis ensemble et devant ces échéances-là qui pour nous constituent, c'est-à-dire la position à prendre pour un moment déterminant, nous serions au sein de l'opposition à nous bagarrer entre nous là dans un club pour dire qu'il y a certains qui veulent aller, d'autres qui ne veulent pas aller, etc. Et nous ne serons pas entendus. Aujourd'hui, je dis de la société civile aussi qui est dans le combat pour savoir qui fait bien et qui ne fait pas bien et décider de son choix. Ce n'est pas de mettre ensemble tout le monde, quand bien même nous ne nous entendons pas, nous, ultime que nous devons prendre. Aller à ces élections sénatoriales ou ne pas y aller est une décision très politique, très compliquée, très importante, qu'il faut que chaque parti politique individuellement prenne. Et le fait que on ait laissé chacun et que on n'a pas fait le bon choix de ne pas participer. Et donc, voilà ce que moi, je peux dire. Et j'ajouterai à ça que ce n'est pas que nous n'avons pas essayé. Et l'ANC n'a jamais manqué de participer au cul. Et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, décider de rester, de regarder et de voir. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en contact avec beaucoup de partis politiques de l'opposition. Vous avez vu la dernière fois, le 13 janvier dernier, vous avez vu que c'est l'indépendance de la nation togolaise qu'est Sylvanus Olympio. Nous avons participé ensemble à la messe commémorative, nous avons participé ensemble au pèlerinage qui a été fait sur sa tombe. Et ce n'est pas que ça que nous faisons. Et donc,
il arrivera le moment politique. On a compris, madame. Voilà. On a compris. On a compris, mais revenons sur cette histoire, tout ce débat qu'il y a eu autour de la désignation du père de l'indépendant, du père de la nation togolaise. Il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'est important ce débat? Ah oui, non, mais c'est important. C'est-à-dire que, hein, vous savez, dans ce pays, il ne faut pas dire... C'est comme la fois où j'étais venu ici, on dit... la commune du Golfe 4 a fait comment on avait appelé ça, on a dit ça qui est le plus important et tout ça. Je vous avais expliqué à l'époque que ce n'est pas tout ce qu'il faut manger, tout ça là qui est important. L'homme ne vit pas seulement de pain et d'eau, mais de la vérité, de l'histoire véridique de notre pays. Et donc, moi je dis, au moment où ce débat-là se faisait, il était important que on le fasse aussi, parce que du coup de l'histoire, que on transforme, que à qui on donne des directions qui ne sont pas les vraies directions, que cette histoire-là, on a subi ça sous le parti unique. Eh bien, on ne peut pas rester que nous sommes en train de transformer, surtout pour les générations, les jeunes qui n'ont pas vécu la période des indépendances et autres, qui sachent d'où nous venons. Et comme ça, ils seront à père de l'indépendance, père de la nation. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un qui n'était même pas présent dans le pays au moment où les choses se passaient. Pour que d'autres vous faisaient subir ici, vous ne pouvez pas faire de celui-là le père de la nation togolaise, surtout que il revendique avoir lui-même, il revendique la paternité de l'assassinat de celui qui a combattu. C'est noté, madame. On retourne au téléphone. Allô, bon. Si elle a l'air... Non, mais en fait, Frédéric, ici, c'est pas madame Adjamago. Excuse-moi, bon, j'ai confondu un peu, je pose quand même la question. Et s'ils vont accepter de participer à l'élection locale 2026, avec quel régime ils vont participer? La deuxième, qu'en dites-vous sur la coopération du 17 du feu d'Assimé Adjema qui sont établis? Que cette célébration va être étendue sur toute l'année. En réalité, c'est ça le sens de la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier qui couvre toute l'année? C'est vrai aussi qu'on n'a pas encore le calendrier. Ah oui, non, mais moi la même chose que je parle dessus. Vous savez, en 2025, lorsque Monsieur Eyadema était décédé, ou nuitamment le jour-là même, il y avait eu le coup d'état militaire d'abord, et puis ensuite suivi du coup d'état constitutionnel fait à l'Assemblée nationale et autres. Et dans les moments, pas un discours de Monsieur Trimois, il avait été reçu, je crois, sur un plateau où il avait déclaré, lorsqu'on lui posait la question sur la venue peut-être rocambolesque de Monsieur Faure Gnassingbé au pouvoir. Il disait que non, que il a dû faire ainsi parce que il a hérité d'un pays Faure Gnassingbé a été problématique, et donc Monsieur Faure Gnassingbé aurait hérité d'un pays. Et ce que nous disons, hein, nous de l'opposition à l'époque à Monsieur Eyadema, nous avons dit, hein, que le pays était mal géré, il y avait des problèmes et tout ça, toutes choses que nous dénoncions à l'époque et autres, pendant que Monsieur Trimois et les autres étaient, Gnassingbé est venu au pouvoir. Il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu un discours, je sais pas, une interview de Monsieur Faure Gnassingbé où il disait, oui, que bon, le pays avait été géré, c'est vrai, il y a eu beaucoup de... Il va gouverner le pays avec d'autres moyens, parce que ce n'est plus les mêmes époques, les choses ont changé, et que son père, c'est son père, et lui c'est lui, et moi c'est moi. Voilà ce que, à peu près, hein, grosso modo, je ne le cite pas, je paraphrase un peu, je dis un peu ce qui ressort de ce qu'il a dit. Il y avait beaucoup de problèmes et autres que dont a hérité Monsieur Faure Gnassingbé au décès de son père en 2005. Et le Togo que nous avons aujourd'hui en 2025, où se trouve la différence?
Où se trouve la différence en matière sociale, en matière économique, en matière culturelle? Il suscite même les pratiques du parti RPT, parti unique, parti État, à l'époque, quand notamment, bon, l'animation n'est plus revenue, hein, l'animation politique, là où on danse et tout ça, bon, à la faveur du dictateur et tout ça, c'est pas complètement revenu. Célèbre, on fait du 20e anniversaire du décès d'un chef d'État une fête nationale qui va durer une année et autres par rapport à ce que on voulait renouveler en faisant ce coup, en justifiant le coup d'État là qui s'est passé. En gros, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais vous êtes contre. Je ne peux pas être d'accord parce que les faits sont là, parlent d'eux-mêmes. Moi, je veux qu'on me montre quelle est la différence. Je pense qu'il faudrait revenir un peu sur cette parenthèse quand vous évoquiez tantôt Gilles-Christ Olympio à l'Union des forces de changement les années 2010. Nous avons reçu ici récemment un acteur politique qui évoquait des contacts secrets entre une délégation de l'Union des forces de changement et une délégation du RPT. Il parle du 5-5, que des rencontres ont eu lieu. Est-ce que, par exemple, ces contacts, est-ce qu'ils ont eu lieu effectivement? Et si éventuellement vous en savez quelque chose? Les contacts ont eu lieu entre qui? Entre l'ANC et l'UFC? Entre l'UFC, puisque vous étiez à l'UFC à cette époque-là, et je parle des années avant 2010, oui. Quand il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu des contacts entre l'UFC, une délégation de l'UFC? Au moment où vous étiez encore à l'UFC? Au moment où nous étions avec 5 représentants du RPT, 5 représentants de l'Union des forces de changement. Je ne sais pas si... Oui, mais au moment où nous étions à Lucie, à Lomé, dans le... au niveau de... pas de l'UFC, UFC CAR et CDR à l'époque, il y en a eu avec UFC et le parti au pouvoir, il y a eu plein de rencontres, mais ce que moi je relève, c'est que ces rencontres au pouvoir qui a généré l'accord que il a signé unilatéralement avec le RPT et qui a amené les problèmes au sein de l'UFC et qui nous a poussé à faire énormément de rencontres. Bon, qu'est-ce que se discutait? Notamment entre les délégations du pouvoir RPT et l'Union des forces de changement. Je ne sais pas si vous faisiez partie de la délégation de l'UFC à cette époque, puisque l'acteur en question n'a pas voulu donner le nom de ceux qui représentaient l'UFC. Délégation, moi je ne peux pas me rappeler, il y en avait tellement. Je ne peux pas me rappeler de la rencontre dont on parle précisément, dont parlait votre interlocuteur précisément, mais j'en ai participé à ça. Je ne crois pas. C'est des rencontres qui se faisaient sur la base de la loi qu'on a votée là sur le statut de l'opposition, qui permet à ce que le parti au pouvoir, vous avez monsieur Jean-Pierre, il lui a écrit à plusieurs reprises pour demander à le rencontrer, pour discuter des problèmes du pays et tout ça. Je ne crois pas que, contrairement à ce qui se mijote dans la tête des gens qui disent ça, c'est que, bon, lorsque vous faites ces genres de rencontres, c'est pour aller chercher des valises, c'est pour aller se partager 30 millions et autres et tout ça, bon, des assertions complètement ridicules. Non, mais c'est des rencontres sérieuses qui a eu lieu entre le parti au pouvoir et autres, mais desquelles nous avons tiré la conclusion que il n'y a rien à attendre de ce régime-là qui, lorsqu'il fait des promesses, il ne les tient pas. Mais c'est au cours de... Bon, le problème, ce n'est pas les rencontres qu'il y a eu avec le parti au pouvoir, enfin l'opposition a eu avec le parti au pouvoir. Le problème, c'est ce que l'on retire de ces rencontres-là. Est-ce que ces rencontres-là ont pu donner lieu à quelque chose de potable et de significatif pour l'évolution de la politique dans notre pays? La réponse, elle est négative. La preuve, nous retombons en faisant peut-être semblant de ne pas les savoir. Nous sommes en train de retomber dans un parti unique où le gouvernement seul a exercé le pouvoir exécutif, seul a exercé le pouvoir législatif et probablement seul a exercé le pouvoir judiciaire également. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc ce n'est pas
de dire est-ce que vous avez du Ghana, de la Guinée, etc. Madame, on va fermer la parenthèse. On va fermer la parenthèse. Rien n'est sorti. Pour revenir dans le présent, puisque depuis quelque temps, le délestage est revenu en force à Lomé, madame. Quelle étude faites-vous de ce nouveau délestage? Tout à l'heure, moi, j'ai passé une nuit blanche aujourd'hui. Il n'y avait pas le courant. Il fait excessivement chaud. Nous sommes au mois de février. Tout le monde sait que le mois de février, mars, là, c'est véritablement la canicule. Et d'un même clan pour aboutir à ces problèmes-là. Et que on trouve que la résolution de ce problème-là, c'est de mettre en place un Sénat, c'est d'organiser des élections inutiles budgétivores. Les Togolais comprennent que toutes ces choses-là sont faites pour détourner leur attention de l'essentiel, de ce qui les concerne. Et cette crise énergétique, bon, il paraît qu'on donne les raisons que c'est des pannes qui sont arrivées et autres. Bon, tout ça là, c'est prendre toujours les Togolais pour des dupes, puisque ces délestages-là, on les a toujours connus dans ce mois de février où la chaîne à ce problème, c'est la faillite de l'État. Et puis, c'est pas seulement une situation purement togolaise, puisqu'on s'est béni d'avoir suffisamment d'électricité pour une grande majorité de plusieurs pays africains. Oui, plusieurs pays africains. Bon, les pays africains m'intéressent, mais c'est le Togo qui m'intéresse le plus. Et donc, moi, quand il y a un problème qui se pose, je voudrais que nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. Je crois que nous avons le posé des jalons que les autres pourraient venir copier chez nous. Ce n'est pas seulement de faire le premier coup d'état sanglant de l'histoire et tout ça, en tuant un assassinat Sylvanus Olympio. Ce n'est pas le fait le père par le fils, etc. Ce n'est pas ces comment dire, ces leçons-là que les autres doivent copier chez nous, parce que ce n'est pas de bonnes leçons. Moi, ce que je souhaite, c'est que, par exemple, le Togo trouve une solution définie. Copier le génie togolais en la matière, que le Bénin puisse venir copier le génie en la matière, que le Burkina Faso, qui est un pays qui n'a pas vu sur la mer, mais qui cultive du haricot vert, des tomates. Pas que nous, les Togolais, nous copions toujours le génie des autres et tout ça, qui ont moins de chances et moins de potentialité que nous. C'est en cela que moi je dis que la crise énergétique, moi, elle m'intéresse, son règlement à la togolaise m'intéresse 60 ans après, avant que je... Si on veut se maintenir, le même clan veut se maintenir au pouvoir pendant 60 ans, sans possibilité d'alternance possible, eh ben, il doit avoir le courage d'assumer ses responsabilités, qui consistent à dire que 60 ans de règne, eh ben... Et quand ces choses arrivent au bois vert, qu'en sera-t-il pour les bois secs? Parce que on peut estimer que vous, en tant qu'avocat, premier adjoint au maire de Golfe 4 et puis vice-présidente de l'ANC, si vous en souffrez autant, les pauvres Togolais qui n'ont pas le même statut que vous, comment vivent-ils? Oui, mais j'ai travaillé, enfin, le courant marchait dans ma maison. À moi, hein, c'est la ligne de mon quartier, toute la ligne de mon quartier qui a été coupée, je crois, aux alentours de 17 h, et qui a été remis. Et donc, jusqu'au petit matin, avec cette chaleur et tout ça, ben, je vous dis en passant, moi, je n'ai pas de groupe électrogène chez moi. Je ne supporte pas le bruit et tout le reste. Donc, vous avez la capacité d'en acheter quand même? Oui, mais je n'ai pas de groupe électrogène chez moi. Et donc, j'ai souffert de... C'est peut-être cela aussi qui vous amène à être plus proche de la population. Vous savez, quand vous ne souffrez, vous ne pouvez pas savoir. Ceux qui dirigent ce pays, je suis sûr que ils ont chez eux leur climatiseur et tout ça. Dès qu'on coupe le groupe prend le relais et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'ils se sont rendus compte même que le courant a été coupé toute cette nuit au Togo. Voilà pourquoi, hein, voilà l'une des raisons, peut-être pas les Togolais, pour les Togolais. Madame, je voudrais vous remercier d'être venue.
parce qu'on me fait signe que notre temps est bien fini. Je vous donne 5 secondes pour la conclusion. Vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19 h. Merci merci à Romaric Freitas pour la mise en œuvre technique. Moi, je suis Pierre Ouatiobé. Le prochain rendez-vous dès 12 et dimanche prochain à partir de midi. Au revoir.